Quel fascinant paradoxe que l'économie japonaise. Longtemps considérée comme un modèle, elle a connu un essor spectaculaire pendant les 30 Glorieuses, s'est hissée à la 2e place du classement des plus grosses économies du monde, avant d'entrer dans une interminable période de stagnation qui l'a reléguée aux oubliettes de l'économie mondiale. Les autorités politiques et financières ont tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Le pays refuse obstinément de reprendre le chemin de la croissance, et depuis 30 ans, rien n'a bougé, ni les prix, ni les salaires, ni la consommation, ni les taux. Pourtant, le Japon se maintient à la pointe de l'innovation technologique depuis les premiers robots futuristes au succès industriel fracassant de Sony, Nintendo, Toyota ou Mitsubishi, et c'est toujours un des plus gros vendeurs au monde de voitures, d'électronique grand public, de machines et d'équipements industriels, de produits chimiques de haute qualité et de matériel de santé. Alors comment expliquer que son économie soit à son plus bas niveau depuis 2002 et que les 2 seules choses qui aient bougé ces 20 dernières années, ce sont les prix, qui baissent inexorablement de 0,5% par an en moyenne, et le taux d'endettement devenu un cas d'école pour les économistes du monde entier. Et autre sujet insoluble, comment réveiller l'archipel endormi. Dans cette vidéo, je vous explique comment le Japon en est arrivé là et ce que comptent faire les autorités pour tirer son économie du coma, en particulier la banque centrale, la BOJ, qui s'apprête à sortir une vieille arme de sous une couche de poussière épaisse de 20 ans. Fermez les yeux et essayez d'imaginer à quoi ressemblerait la France si notre économie s'était arrêtée au moment du passage à l'an 2000. Pas facile, hein ? Je vous aide. Un pays avec une croissance plate, des taux directeurs à 0 et fixés pour des décennies, pas d'inflation, au contraire même des prix en baisse régulière et des salaires qui ne bougent pas pendant des années. Pour les Japonais nés dans les années 80, c'est la vie. Depuis leur naissance, toute une génération s'est habituée à payer son kilo de saumon, son abonnement téléphonique ou son deck Pokémon au même prix. La notion d'inflation a même un petit arrière-goût d'exotisme et n'existe que dans les livres. Et pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant que l'économie japonaise ne se transforme en légumes vapeur, c'était la 2e plus grosse du monde, juste derrière les États-Unis, et sa croissance insolente faisait pâlir d'envie bien des économies occidentales. Elle a connu son petit miracle à elle entre les années 60 et jusqu'à la fin des années 80. Entre 1955 et 1973, son PIB a été multiplié par 10. Après le chaos de la Deuxième Guerre mondiale, le régime politique s'est stabilisé. Les temps étaient désormais à l'ouverture internationale et à la coopération, alors même que le gouvernement impulsait un mouvement de réindustrialisation et de montée en compétence de la main-d'œuvre, pendant un temps la plus qualifiée du monde. La productivité japonaise a explosé et les produits made in Japan ont envahi la planète. Doté d'une forte culture industrielle et une économie très ouverte sur l'étranger, le pays développe ses secteurs clés, dominés par des noms qui sont devenus des références mondiales dans l'automobile, l'électronique et les technologies de pointe. Au début des années 90, les activités japonaises représentent 10% du PIB mondial et une solide classe moyenne s'est constituée, très gourmande en produits de consommation et en investissement, en particulier dans l'immobilier. La demande est très forte et les Japonais dépensent beaucoup. Le pays tout entier se sent transporté par ces incroyables performances économiques, entre 0 et 14% de croissance par an, et la rumeur court que le Japon peut dépasser les États-Unis. Les investisseurs se voient pousser des ailes et n'hésitent pas à s'endetter pour investir. Résultat, les prix grimpent partout et sur les bourses, c'est carrément l'euphorie. Le monde entier veut sa part de Toyota, de Sony, de Nissan ou de Canon ou de n'importe quelle autre pépite japonaise, même si elle ne rapporte rien, quel que soit son prix. À Tokyo, l'indice Nikkei, qui contient les 225 plus grosses sociétés du pays, atteint un sommet qu'il ne verra plus pendant 34 ans. Mais la fête prend fin quand la Banque centrale du Japon décide de mettre un terme à la folie spéculative en relevant brutalement ses taux en mai 1989, et voilà comment tout s'est arrêté. L'une après l'autre, les bulles éclatent. Le crash fait reculer le Nikkei de 40% et fait fuir les investisseurs. Les ménages et les entreprises déjà très endettées sont pris à la gorge. Les prix des logements s'effondrent et il s'ensuit une série de faillites et de défauts de paiement qui mettent en danger le système bancaire et provoquent une crise de confiance. Pour relancer la machine, le gouvernement met la main à la poche, ou plutôt dans le découvert, et s'endette à son tour pour stimuler l'activité à grands coups de projets d'infrastructures pharaoniques, mais rien à faire. Entre 2000 et 2011, la Banque du Japon tente de jouer avec les taux pour provoquer un sursaut. Ils baissent, puis remontent, puis rebaissent encore. Est-ce que ça a marché ? Pensez-vous ? Rien du tout. Les consommateurs ne consomment plus, les entreprises n'investissent plus et elles ont du mal à trouver des financements auprès d'un secteur financier fragile et peu rentable. L'argent ne rentre plus dans les caisses de l'État et la dette publique augmente vite. Peu à peu, le pays perd en compétitivité face à la concurrence des pays émergents et surtout face à la Chine qui lui pique sa 2e place au classement des superpuissances mondiales dès 2010.
L'archipel n'a pas la chance de pouvoir exploiter d'importantes ressources naturelles et il dépend de ses importations d'énergie et de matières premières. Les délocalisations ont augmenté, les cerveaux fuient vers d'autres horizons, comme Singapour, et malgré tous les plans de relance massifs, l'économie japonaise n'a jamais vraiment réussi à sortir durablement de sa léthargie. À un moment, on y a cru. C'était en 2013. À ce moment-là, le Premier ministre Shinzo Abe a tenté ses Abenomics, une série de mesures de relance qui ressemble beaucoup à notre quoi qu'il en coûte de 2020, avec pour double objectif de stimuler l'inflation et de faire baisser le yen pour favoriser les exportations. Ça a fonctionné pendant un an et retour à la case départ, l'économie reste figée. En 2016, la Banque du Japon tente une première, les taux négatifs pour décourager l'épargne et faire circuler l'argent, mais c'est encore raté. Ça n'a fait que provoquer une nouvelle fuite des investisseurs vers des produits plus rentables que les obligations d'État japonaises à moins 0,1%, comme les Treasuries américaines, et fait du Japon le plus gros détenteur au monde d'obligations fédérales américaines. L'économie japonaise va mal et l'ultime avertissement est tombé l'année dernière. L'Empire du Soleil Levant n'est plus que la 4e puissance économique mondiale, derrière une Allemagne pourtant en grande difficulté. La dette publique recule en 2023, de 265 à 260% du PIB. C'est une bonne nouvelle, mais ce dernier refuse obstinément de bouger de son plus bas niveau depuis 2002 et les principes fondamentaux sont toujours au rouge. La dette privée atteint elle aussi des sommets à 170% du PIB. Il n'y a pas de chômage, il y a même une pénurie de main-d'œuvre, mais les Japonais continuent de limiter leurs achats. Ils baissent de 0,9% sur le dernier trimestre 2023, pendant que les entreprises ont réduit leurs investissements de 0,3%. Et il y a une autre urgence, celle d'une population déclinante et vieillissante qui commence à peser lourdement sur les finances publiques, les capacités industrielles et l'avenir du pays. Face aux statistiques décevantes publiées en février dernier, les autorités japonaises ont décidé de tenter une nouvelle fois de convaincre les patrons d'augmenter les salaires pour stimuler l'inflation tant espérée. La Bank of America nous explique que la hausse des salaires devrait entraîner une amélioration du moral des consommateurs japonais. Elle devrait permettre ensuite aux entreprises d'augmenter plus facilement leurs prix et contribuer à l'amélioration des marges et du rendement des capitaux propres. Et ça, les marchés l'ont bien compris. Ils ont même déjà intégré les prochaines grandes négociations salariales annuelles, le Shunto, qui se déroule traditionnellement au printemps et qui devrait aboutir à une hausse moyenne des salaires de 3% cette année, un record. Et une mesure qui pourrait bien enfin rallumer le moteur nippon. Le 4 mars dernier, le Nikkei a dépassé les 40 000 points, un niveau inédit qu'il n'avait qu'approché seulement pendant la folie des années 80, et le Japon semble attirer à nouveau l'attention des investisseurs, en particulier des déçus des bourses chinoises en pleine noyade. Les multinationales japonaises bénéficient aussi d'un yen faible sur le marché international, ce qui leur permet de regagner en compétitivité et d'espérer de belles perspectives pour 2024. En parallèle, la Banque du Japon a aussi décidé de ressortir les taux du frigo, dans lesquels ils sont enfermés depuis 20 ans, et de passer de moins 0,1% à plus 0,1%, toujours dans l'objectif de faire monter les prix. Ça peut sembler marginal comparé aux variations que nous connaissons ici, mais pour l'État, les entreprises et les ménages japonais, acheter une machine, se loger ou équiper un foyer vont devenir plus chers. Et prudence, car la hausse des taux pourrait aussi faire remonter le yen et pénaliser les exportations. La situation est donc délicate, mais il se passe enfin quelque chose. Et le monde entier a hâte de savoir si enfin il assiste à la renaissance tant attendue de l'économie japonaise ou à son dernier sursaut. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre toutes ces particularités. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Money Radar.